Imagine un instant que nous sommes en décembre 2026. Tu marches dans une rue que tu connais bien. Rien d'extraordinaire. Les mêmes vitrines, le même froid, la même lumière d'hiver. Et soudain tu croises quelqu'un, un homme. Il ne cherche pas à se faire remarquer. Il ne parle pas fort. Il ne regarde personne. Mais quelque chose en lui impose le respect. Pas par la force, pas par l'apparence, par le calme, par une présence dense, presque silencieuse. Tu le regardes une seconde de plus et tu comprends. Cet homme, c'est toi. Ou plutôt, c'est ce que tu es devenu. Et à cet instant précis, une pensée te traverse l'esprit. Je ne me serais jamais reconnu. Ce n'est pas parce qu'il est plus riche, pas parce qu'il est plus musclé, pas parce qu'il vit une vie spectaculaire, mais parce que quelque chose a disparu, quelque chose que tu portes encore aujourd'hui, sans même t'en rendre compte. Revenons au présent. Si tu écoutes cette vidéo, ce n'est probablement pas parce que ta vie va mal. Tu n'es pas en train de t'effondrer, tu n'es pas perdu. Tu avances, tu assumes, tu fais ce qu'il faut faire. Et pourtant, au fond, tu sens que quelque chose ne colle plus tout à fait. Une forme de décalage, une fatigue particulière. Pas celle qui se règle avec du repos, mais celle qui vient quand on continue à vivre d'une manière qui ne correspond plus vraiment à ce que l'on est devenu. Après 40 ans, beaucoup d'hommes ressentent cela sans réussir à le formuler. Ils continuent par inertie, les mêmes habitudes, les mêmes obligations, les mêmes explications. Ils parlent encore comme avant, réagissent encore comme avant, se rendent encore disponibles comme avant, alors que, intérieurement, quelque chose a changé. Leur seuil de tolérance, leur besoin de silence, leur rapport au temps. Le problème n'est pas que tu n'évolues pas. Le problème, c'est que tu évolues, mais que ta vie extérieure n'a pas suivi. On parle beaucoup de transformation, de changement, de devenir une meilleure version de soi-même. Mais on parle très peu de ce qui doit disparaître pour que ce changement soit réel. On te dit quoi ajouter, rarement quoi retirer. Et encore moins comment le faire sans bruit, sans conflit, sans te justifier devant le monde entier. Car la vérité est la suivante. Les transformations les plus profondes ne sont pas visibles pendant qu'elles se produisent. Elles ne font pas de bruit, elles ne sont pas annoncées, elles ne sont pas partagées. Elles se passent dans l'ombre, dans la cohérence, dans la répétition silencieuse de décisions que personne ne remarque. C'est pour cela que, en 2026, personne ne te reconnaîtra. Pas parce que tu auras tout changé, mais parce que tu auras cessé de montrer, d'expliquer, de réagir, de te rendre disponible comme avant. Mais pour comprendre cela, il faut d'abord accepter une idée inconfortable. La plupart des gens veulent changer tout en restant visibles. Ils veulent évoluer sans perdre leur place. Ils veulent se transformer sans déranger l'image que les autres ont d'eux. Et c'est précisément pour cela qu'ils restent reconnaissables. Être reconnu, ce n'est pas seulement être vu, c'est être prévisible, c'est être accessible, c'est être lisible pour les autres. Tant que tu restes reconnaissable, tu restes attaché à un rôle, à une version de toi que les autres savent utiliser, solliciter, anticiper. Et ce rôle, même s'il t'a servi pendant des années, peut devenir un poids. Il y a quelques mois, j'ai parlé avec un homme de 46 ans. Appelons-le Julien. Rien d'exceptionnel sur le papier. Une carrière stable, une famille, des responsabilités. Il ne se plaignait pas. Il disait simplement une phrase qui résume tout. J'ai l'impression d'être encore partout, sauf avec moi-même. Julien n'était pas malheureux. Il était saturé. Saturé d'être joignable. Saturé d'expliquer ses choix. Saturé de devoir réagir à tout. Messages, opinions, attentes, sollicitations. Il avait construit une vie cohérente à une époque où il avait plus d'énergie, plus de tolérance, plus de besoin de reconnaissance aussi. Mais cette vie n'avait pas été mise à jour. Il ne voulait pas tout quitter, il ne voulait pas tout casser.
Il voulait juste arrêter de se sentir constamment exposé. Sans le formuler ainsi, Julien avait compris quelque chose d'essentiel. Le vrai changement ne commence pas quand tu ajoutes une discipline. Il commence quand tu retires l'accès. Pas brutalement, pas par une déclaration, mais par une série de petits retraits invisibles. Julien n'a pas annoncé qu'il changeait. Il n'a pas parlé de nouvelle version. Il a commencé par répondre moins vite, puis par expliquer moins, puis par dire non sans justification détaillée, puis par arrêter de commenter ce qui ne le concernait pas directement. Au début, personne n'a vraiment remarqué. Puis peu à peu, quelque chose a changé. Les gens ne savaient plus exactement où le situer. Ils ne savaient plus ce qu'ils pensaient de tout. Ils ne savaient plus s'il était toujours disponible. Et c'est là que quelque chose de fondamental s'est produit. Julien a cessé d'être reconnaissable. Pas dans le sens spectaculaire, mais dans le sens profond. Il n'était plus immédiatement lisible, plus immédiatement accessible, plus immédiatement mobilisable. Ce retrait n'a pas créé un vide, il a créé une densité. C'est une chose que peu de gens comprennent. Quand tu arrêtes de te rendre constamment visible, tu ne deviens pas inexistant, tu deviens opaque. Et l'opacité crée le respect. Non pas par peur, mais parce que tu n'es plus prévisible. La plupart des hommes n'ont pas besoin de devenir plus forts. Ils ont besoin de devenir moins exposés. Ce que tu crois être un manque de discipline est souvent un excès d'interférence. Ce que tu crois être une faiblesse est souvent une surcharge relationnelle et mentale. Tant que tu continues à vivre comme si tu devais être compris, validé, joignable et réactif, tu restes dans une forme d'ancien monde. En 2026, la différence ne se verra pas immédiatement, elle se ressentira. Les gens diront que tu as changé sans savoir dire pourquoi. Ils sentiront que tu ne réponds plus de la même manière, que tu ne te justifies plus, que tu ne t'agites plus pour être vu ou entendu. Mais pour arriver là, il faut accepter une chose. Tu vas devoir faire une partie du chemin sans témoin, sans applaudissements, sans confirmation extérieure. Et c'est précisément ce silence qui fera toute la différence. Dans la suite de cette vidéo, nous allons parler de ce que tu dois arrêter de faire pour que cette transformation soit réelle. Pas ce que tu dois ajouter, mais ce que tu dois retirer. Les comportements invisibles qui te maintiennent reconnaissable, les réflexes qui te lient à ton ancienne version, les habitudes qui signalent encore qui tu étais et non qui tu es en train de devenir. Et surtout, nous verrons pourquoi ceux qui annoncent leur changement restent exactement les mêmes, alors que ceux qui se taisent deviennent méconnaissables. La clé n'est pas dans l'effort, elle est dans la disparition stratégique. Et ce que tu vas comprendre à la fin risque de changer définitivement ta manière de te montrer au monde. Il y a une erreur que presque tout le monde commet au moment où il décide de changer. Une erreur subtile, socialement encouragée, presque valorisée. Cette erreur consiste à parler de ce qu'on est en train de devenir avant même de l'être, à annoncer, à expliquer, à prévenir, comme si le changement avait besoin d'être validé à l'avance pour exister. C'est compréhensible. Pendant des années, on t'a appris que communiquer était une preuve de maturité, que se rendre lisible était une qualité, que le silence était suspect. Alors, au moment où quelque chose bouge en toi, ton premier réflexe est souvent de le verbaliser, de dire que tu vas faire autrement, que tu vas ralentir, que tu vas te recentrer, que tu vas poser des limites. Et c'est précisément à ce moment-là que le processus se fragilise. Chaque fois que tu annonces un changement, tu invites le monde à y participer, à le commenter, à l'interpréter, à le négocier. Sans le vouloir, tu exposes quelque chose qui n'est pas encore solide. Et ce qui n'est pas encore solide ne supporte pas le regard collectif.
il y a une différence fondamentale entre être clair avec soi-même et être explicite avec les autres. La première construit, la seconde, trop tôt, affaiblit. Julien l'a compris à ses dépens. Les premières semaines, il avait tenté d'expliquer pourquoi il répondait moins, pourquoi il se rendait moins disponible, pourquoi certaines invitations ne lui parlaient plus. À chaque explication, il sentait une résistance, pas toujours hostile, parfois bienveillante, mais toujours intrusive. Des questions, des conseils, des inquiétudes, des interprétations. Sans s'en rendre compte, il passait plus de temps à défendre son retrait qu'à le vivre réellement. C'est là qu'il a cessé de parler. Pas par provocation, pas pour punir, mais pour préserver quelque chose de fragile. Ce silence n'était pas un mur, c'était un filtre. En arrêtant d'expliquer, Julien a découvert une chose essentielle. Beaucoup de relations tiennent davantage à l'habitude qu'à la nécessité. Quand tu retires ta présence constante, certaines dynamiques se dissolvent d'elles-mêmes, sans conflit, sans drame, simplement parce qu'elles n'étaient nourries que par ton accessibilité. Ce phénomène est dérangeant au début. Il confronte à une peur ancienne, celle de disparaître, celle de ne plus compter, celle de perdre une place. Mais avec le temps, une autre sensation apparaît, une sensation plus juste, celle d'exister sans être constamment sollicité. C'est ici que beaucoup abandonnent, parce que ce retrait crée un vide. Et le vide est inconfortable pour ceux qui ont longtemps confondu mouvement et existence. Pourtant, ce vide est nécessaire. C'est l'espace où quelque chose de nouveau peut se structurer sans être immédiatement récupéré par l'extérieur. La plupart des transformations échouent non pas par manque de discipline, mais par excès d'exposition. Trop de paroles, trop de justifications, trop de signaux envoyés au monde avant que l'intérieur soit aligné. En 2026, ceux qui seront méconnaissables ne seront pas ceux qui auront fait le plus de bruit en 2025. Ce seront ceux qui auront travaillé sans témoin, ceux qui auront accepté de traverser une période où personne ne les encourage, parce que personne ne sait vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Il faut comprendre une chose fondamentale. Tant que les autres savent exactement ce que tu fais, ce que tu penses et où tu vas, tu restes dans leur champ de contrôle symbolique. Pas forcément volontaire, mais réel. Ils s'ajustent à toi et tu continues subtilement à t'ajuster à eux. Le silence rompt ce circuit. Julien n'a pas cherché à devenir mystérieux. Il a simplement cessé d'être transparent. Et cette différence est cruciale. La transparence permanente est une exigence moderne. Elle donne l'illusion de la sincérité, mais elle épuise. Elle oblige à une cohérence constante, même quand on est en train de changer. Changer implique une phase d'incohérence, une zone grise, un moment où l'on ne sait pas encore exactement qui l'on est en train de devenir. Et cette zone ne supporte pas l'éclairage permanent. C'est pour cela que les transformations profondes ressemblent souvent à une disparition. On te voit moins, on t'entend moins, on ne sait plus exactement ce que tu fais. Et c'est volontaire, parce que tu retires l'accès pendant que tu te réorganises. Mais attention, disparaître ne signifie pas fuir. Il ne s'agit pas de couper tous les liens ni de se retirer du monde. Il s'agit de reprendre le contrôle de ce qui te traverse, de décider quand, comment et pour qui tu es disponible. La disponibilité permanente est l'un des plus grands freins au changement après 40 ans. Elle te maintient dans des rythmes qui ne sont plus les tiens.
Elle te force à répondre avant même d'avoir senti, à réagir avant d'avoir choisi. En réduisant volontairement cette disponibilité, tu fais quelque chose de très simple mais de très puissant. Tu redonnes du temps à ta propre perception. Julien a commencé à ressentir des choses qu'il n'avait pas ressenties depuis longtemps. Des intuitions, des refus clairs, des envies nettes, pas spectaculaires, mais précises. Il a compris que beaucoup de ses anciennes décisions étaient prises pour maintenir une fluidité sociale, pas pour respecter son équilibre. En se taisant, il a cessé de négocier son rythme. C'est là que le changement devient réel. Pas quand tu adoptes une nouvelle routine visible, mais quand tu retires les mécanismes qui t'empêchent d'en avoir une intérieurement. En 2026, personne ne te reconnaîtra si tu continues à expliquer. Personne ne te reconnaîtra si tu continues à justifier tes silences, tes choix, tes retraits. La reconnaissance naît de la répétition des anciens signaux. Quand ces signaux disparaissent, l'image se brouille. Et ce brouillage est exactement ce que tu cherches. Dans la prochaine partie, nous allons aller plus loin. Nous allons identifier précisément ce que tu dois cesser de faire pour sortir de l'ancienne version. Pas de manière abstraite, mais concrète. Les comportements discrets qui te maintiennent reconnaissable. Les réflexes sociaux, mentaux et émotionnels que tu peux retirer sans provoquer de chaos, mais avec un impact profond. Tu verras que la plupart de ces retraits ne demandent ni courage spectaculaire, ni effort violent. Ils demandent surtout de supporter une chose que peu acceptent, ne pas être immédiatement compris. Et c'est là que commence la vraie transformation. À partir de ce moment-là, le changement cesse d'être une intention et devient un tri. Pas un tri spectaculaire, un tri discret, presque invisible, mais systématique. Julien n'a jamais dressé de liste écrite. Pourtant, certaines choses ont commencé à tomber d'elles-mêmes, dès lors qu'il a cessé de se rendre disponible par défaut. La première chose qu'il a arrêtée, sans même le décider consciemment, c'est de répondre immédiatement, à tout. Messages, sollicitations, opinions. Il s'est accordé un délai, quelques heures, parfois une journée. Ce simple délai a eu un effet radical. Beaucoup de demandes perdaient leur urgence. Certaines se résolvaient sans lui. D'autres révélaient qu'elles n'étaient pas si importantes. En ralentissant sa réponse, il a cessé d'être le point central de dynamique qui ne lui appartenait pas vraiment. Ce ralentissement a mis en lumière une chose troublante. Une grande partie de ce qui occupait son esprit n'existait que parce qu'il y répondait trop vite. En cessant d'alimenter ce flux, il a réduit la pression sans conflit, sans explication, sans rupture. La deuxième chose qu'il a arrêtée, c'est de commenter. Commenter l'actualité, les choix des autres, les débats qui n'avaient aucune conséquence réelle sur sa vie. Pendant longtemps, il avait confondu opinion et présence, comme si prendre position était une manière d'exister. En se retirant de ces discussions, il a récupéré une énergie mentale considérable. Son esprit, moins sollicité, est devenu plus précis, plus stable. Il a compris que tout ce qui ne demande pas ton action directe n'a pas nécessairement besoin de ton attention. Ce retrait n'a pas fait de lui quelqu'un d'indifférent. Il l'a rendu plus sélectif. Et la sélectivité est une forme de maturité. La troisième chose qu'il a cessé de faire, c'est de se justifier intérieurement, même quand personne ne demandait d'explication. Pendant des années, chaque décision était accompagnée d'un dialogue interne. Est-ce raisonnable? Est-ce acceptable? Est-ce que ça va déranger? Ce bruit intérieur était épuisant. En arrêtant de se justifier mentalement, Julien a découvert une forme de calme nouveau. Décider devenait plus simple, parce que la décision n'était plus immédiatement suivie d'un procès intérieur. Puis il y avait la comparaison, silencieuse, constante, insidieuse. Où en sont les autres? Ce qu'ils font, ce qu'ils montrent. Julien ne se comparait pas pour se sentir supérieur ou inférieur. Il se comparait pour se situer. Et ce besoin de se situer l'empêchait de s'installer pleinement dans son propre rythme. En réduisant son exposition à ce flux comparatif, il a cessé d'ajuster inconsciemment ses choix
à des trajectoires qui n'étaient pas les siennes. Un autre retrait important a concerné les explications anticipées. Ces phrases prononcées avant même qu'on te les demande, comme si tu devais prévenir une incompréhension future. En arrêtant de les formuler, Julien a accepté une chose difficile, être parfois mal compris. Mais ce malentendu, loin de créer des conflits, a souvent créé une distance saine. Ceux qui avaient besoin d'explications constantes se sont éloignés. Ceux qui respectaient le silence sont restés. C'est ici que quelque chose de plus profond s'est produit. En retirant ses comportements, Julien n'a pas seulement changé sa manière d'interagir, il a changé la manière dont il était perçu. Les gens ne savaient plus exactement comment le saisir. Il n'était plus prévisible, plus immédiatement mobilisable. Et cette opacité nouvelle a modifié les rapports. Mais surtout, elle a modifié son rapport à lui-même. Il s'est rendu compte que beaucoup de ses anciennes fatigues venaient de micro-engagements permanents, de petites concessions répétées, de réponses automatiques, de réactions non choisies. En retirant ces micro-charges, il a créé une continuité intérieure. Ses journées n'étaient plus fragmentées de la même manière. Son attention était moins morcelée. Ce que Julien a vécu n'est pas exceptionnel. C'est ce qui arrive quand on cesse d'entretenir une version de soi devenue obsolète. Cette version ne disparaît pas dans un grand geste. Elle se dissout dans une série de non-actes, de silences assumés, de retraits discrets. Mais il restait encore quelque chose de plus subtil. Même après avoir réduit les sollicitations, même après avoir simplifié ses interactions, une tension persistait, une attente diffuse, comme s'il manquait encore une pièce. C'est là que Julien a compris que le plus difficile n'était pas de retirer ce qu'il faisait, c'était de retirer ce qu'il croyait devoir être. Cette croyance ne se manifestait pas dans ses actions visibles, elle se manifestait dans son rapport au regard des autres. Même en silence, une partie de lui attendait encore d'être reconnue pour son sérieux, sa fiabilité, sa cohérence. Tant que cette attente restait active, le retrait restait partiel. Il a fallu un temps pour voir cela clairement. Ce temps où rien de spectaculaire ne se passe, mais où quelque chose s'aligne lentement. Julien a commencé à sentir une différence nette entre agir par choix et agir pour maintenir une image. Et cette distinction a été déterminante. En cessant de nourrir l'image, il a cessé d'y être attaché. C'est à ce moment précis que la transformation a changé de nature. Elle n'était plus seulement comportementale, elle devenait identitaire. Sans drame, sans proclamation, sans rupture visible. C'est là que la reconnaissance disparaît vraiment. Parce que les gens ne reconnaissent pas tant ce que tu fais que la logique qui te faisait faire ces choses. Quand cette logique change, l'ensemble devient flou. Tu deviens difficile à situer. Et c'est exactement ce qui se produit quand tu retires l'obligation d'être cohérent avec ton ancien rôle. Dans la dernière partie, nous allons mettre des mots sur ce noyau invisible, sur cette attente silencieuse qui maintient beaucoup d'hommes reconnaissables malgré tous leurs efforts. Nous verrons pourquoi tant de transformations échouent au bout de quelques mois, et pourquoi celles qui restent silencieuses finissent par s'imposer sans jamais avoir été annoncées. C'est là que tout s'éclaire. À ce stade, Julien avait déjà changé plus que la plupart des gens ne changent en 10 ans. Et pourtant, extérieurement, rien ne semblait spectaculaire. Pas de nouvelle identité affichée, pas de rupture annoncée, pas de discours sur sa transformation. Ceux qui le voyaient de loin avaient simplement une impression diffuse. Il était différent, sans pouvoir dire en quoi. Moins réactif, moins pressé, moins lisible, et surtout, moins dépendant. C'est alors qu'il a compris ce qui faisait réellement la différence. Ce n'était pas ce qu'il faisait en silence, c'était ce qu'il n'attendait plus.
Pendant des années, Julien avait vécu avec une attente silencieuse, une attente presque invisible, mais constante, celle d'être reconnu comme quelqu'un de fiable, de cohérent, de respectable. Pas de manière narcissique, de manière fonctionnelle. Comme si cette reconnaissance était la preuve qu'il occupait correctement sa place. Tant que cette attente existait, une partie de lui restait tournée vers l'extérieur. Même dans le retrait, même dans le silence, quelque chose cherchait encore une confirmation. Et c'est cette attente-là qui maintient les gens reconnaissables. On parle souvent du regard des autres comme d'un problème. En réalité, le problème n'est pas le regard. C'est l'attente que tu y associes. Tant que tu attends quelque chose de ce regard, tu continues à envoyer des signaux, même subtils, même involontaires. Et ces signaux suffisent à te rendre lisible. Julien a compris que le dernier retrait à opérer n'était pas social, mais intérieur. Il ne s'agissait plus de réduire les interactions, mais de retirer l'exigence silencieuse d'être validé pour ce qu'il était en train de devenir. Ce retrait-là est le plus difficile, parce qu'il ne se voit pas, il n'est pas mesurable, il ne donne pas l'impression d'agir, et pourtant, c'est lui qui change tout. À partir du moment où Julien a cessé d'attendre que les autres reconnaissent sa cohérence, quelque chose s'est stabilisé définitivement. Il n'avait plus besoin que son silence soit compris, plus besoin que ses limites soient approuvées, plus besoin que son rythme soit validé. Il faisait ce qu'il jugeait juste et cela suffisait. C'est à ce moment-là que la reconnaissance extérieure a réellement disparu. Pas parce qu'il se cachait, mais parce qu'il ne cherchait plus à être identifié. Il n'était plus pris dans l'ancienne logique, celle qui dit que l'on existe à travers la continuité de ce que les autres perçoivent. Les gens ont commencé à dire qu'il avait changé, puis avec le temps, ils ont cessé de comparer, parce qu'il n'y avait plus de point de référence clair. Il ne correspondait plus à l'image précédente, et il ne proposait pas de nouvelle image à adopter. Il n'était plus reconnaissable. Et c'est exactement ce qui se produit quand tu cesses d'entretenir l'ancien contrat. Ce contrat implicite qui dit que tu dois rester compréhensible, cohérent, accessible, explicable. Tant que tu respectes ce contrat, tu restes dans une continuité. Dès que tu le retires, la continuité se brise, et avec elle, la reconnaissance. C'est pour cela que ceux qui annoncent leur transformation restent identifiables. Ils remplacent une image par une autre, un récit par un nouveau récit. Et le monde s'adapte très vite aux récits. Il les classe, il les étiquette, il les récupère. Le silence, lui, ne se récupère pas. En 2026, personne ne te reconnaîtra si tu fais une chose très précise. Si tu retires non seulement ce que tu montres, mais ce que tu attends en retour. Si tu agis sans chercher à ce que cela soit vu comme cohérent, courageux ou admirable. Si tu acceptes d'être flou, provisoire, inclassable pendant un temps. Ce n'est pas une posture, ce n'est pas une stratégie sociale, c'est une conséquence intérieure. À partir de là, beaucoup de choses deviennent simples. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu n'as plus besoin de défendre tes choix, tu n'as plus besoin d'expliquer ton retrait. Tu vis selon ton rythme et le monde s'ajuste ou s'éloigne. Les deux te conviennent. Ce qui change alors, ce n'est pas ton apparence, c'est ta densité. Les gens sentent que tu n'es plus pris dans le même système d'échange, que tu ne négocies plus ta présence, que tu ne réagis plus pour maintenir une image. Et cette densité-là est rare. Elle ne vient pas de la discipline brutale, elle ne vient pas de la performance, elle vient de l'absence d'attente. C'est cela que peu comprennent. Devenir méconnaissable ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Cela consiste à retirer ce qui te liait à ce que tu n'es plus.
En 2026, si tu fais ce travail en silence, personne ne te reconnaîtra. Non pas parce que tu te seras effacé, mais parce que tu ne répondras plus aux mêmes appels. Tu ne joueras plus le même rôle. Tu ne nourriras plus les mêmes attentes. Et toi, pour la première fois depuis longtemps, tu te reconnaîtras pleinement. C'est là que commence la vraie liberté. Pas dans la rupture visible, mais dans la cohérence silencieuse, sans annonce, sans justification, sans bruit. Et quand on te demandera un jour ce qui s'est passé, tu n'auras rien de spectaculaire à raconter. Tu pourras simplement dire que tu as cessé de porter ce qui n'était plus nécessaire et que, dans ce retrait discret, quelque chose s'est enfin mis en place, en silence.